Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. Clôture du contentieux post-électoral au Cameroun après les élections législatives du 9 février. Le Conseil constitutionnel a ordonné la reprise du scrutin dans 11 circonscriptions des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les nouvelles consultations doivent être organisées dans les 20 à 40 jours qui suivent la décision. 86% de la migration africaine se passe en Afrique. La Libye n'est pas un fonds de commerce diplomatique. Dans un entretien à Africa 24, Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Maroc, revient sur la politique migratoire et la crise en Libye. Plus gros plan à suivre dans ce journal sur la croissance béninoise. Les prévisions restent positives pour cette croissance portée par la relance de l'investissement et le secteur du coton, décryptage et analyse à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le sommet du G5 Sahel à Nouakchott marqué par la désignation du président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani à la tête de l'organisation sous-régionale. Il succède au président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré. Les travaux du 6e sommet des 5 dirigeants d'Afrique de l'Ouest se sont tenus ce mardi. Face à la recrudescence des attaques dans la région, le sujet au cœur de cette rencontre était le renforcement des moyens et de la stratégie de lutte contre le terrorisme. Au Cameroun, où le Conseil constitutionnel a été saisi par une dizaine de partis demandant l'annulation partielle ou totale des résultats des élections législatives ou alors un recomptage des voix, l'institution s'est prononcée en faveur de l'annulation des résultats et de l'organisation de nouvelles élections dans 11 circonscriptions électorales de la partie anglophone en proie à une crise séparatiste. Lenbli Claude Bessa. Le contentieux post-électoral ouvert ce 24 février 2020 au Cameroun, relatif aux élections législatives, s'est clôturé ce 25 février sur une annulation du scrutin législatif dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ce sont 11 circonscriptions de ces régions qui devront reprendre les élections des députés à la demande du Conseil constitutionnel. Interpellé par plusieurs partis d'opposition au sujet des irrégularités lors du scrutin du 9 février, l'instance délibérative a été favorable à la réorganisation du dit scrutin dans ces régions. Cette décision va permettre d'asseoir définitivement la légitimité des représentants issus du scrutin. Elle vient, du point de vue politique, contribuer à l'apaisement du climat dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest traversées par une forte crise anglophone ayant une connotation identitaire. L'indépendance du Conseil constitutionnel est affirmée, cesse d'être considérée comme une justice aux ordres du pouvoir exécutif. Selon le Conseil constitutionnel, l'insécurité causée par les sécessionnistes n'a pas permis la tenue des élections dans certaines localités des régions anglophones du pays. L'organe en charge des élections dispose donc de 20 à 40 jours pour réorganiser les élections législatives dans les 11 circonscriptions ciblées selon la réglementation en vigueur. Pour la tenue du vote plus consensuel, il est demandé à l'administration de mettre plus de moyens sécuritaires pour assurer la sécurité non seulement des électeurs, mais aussi des bureaux de vote. Nous appelons les différents membres des partis politiques à une grande implication, mais aussi à la loyauté. Le verdict qui sortira de là devra être accepté par tous. Les circonscriptions concernées par l'annulation sont notamment Lébialem, Bamenda 1, 2, 3, Meuzam Centre et Momo Ouest. Le Conseil a aussi annulé le scrutin à Meuzam Nord, Bali, Menchoum Sud et Momo Est. Pour l'heure, le Conseil constitutionnel a maintenu la publication des résultats officiels et définitifs du scrutin législatif du 9 février au 28 février 2020. Le tournant résolument africain de la diplomatie marocaine. Aujourd'hui, le Royaume tente de se poser en interlocuteur majeur dans des sujets brûlants comme la situation en Libye ou encore les questions migratoires. Dans un entretien accordé à Africa 24, Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères, a réaffirmé la position du Maroc. C'est un sujet de Siamlo Victoria Sechi.
Ces dernières années, jamais le royaume chérifien ne s'était autant investi dans la recherche de solutions aux défis communs de l'Afrique. Lors d'une interview accordée à Africa 24, Nasser Bourita, le ministre marocain des Affaires étrangères, est revenu sur la démarche et la position du Maroc quant aux événements marquants de l'actualité du continent. D'abord sur l'épineuse question migratoire, objet selon lui de nombreuses manipulations, une situation qui a poussé le Maroc à lancer la création d'un observatoire africain de la migration soutenu par l'Union africaine. On essaie de présenter une sorte de déferlement africain sur l'Europe, alors que la réalité, c'est que l'Afrique ne représente que 12% de la migration vers le continent européen. 86% de la migration africaine se passe en Afrique. Comment approcher le phénomène loin des stéréotypes? Aujourd'hui, l'Afrique manque de données, manque d'études, manque de compréhension de ce phénomène-là. L'observatoire sur la migration qui sera mis en place au Maroc travaillera selon une logique comprendre, anticiper et agir. Nasser Bourita s'est prononcé également sur la crise libyenne dont le traitement suscite de vives polémiques. À l'instar de ses pairs africains, il dénonce les multiples ingérences extérieures nocives au règlement du conflit et félicite le forum interlibyen annoncé par l'Union africaine. Le Maroc a encouragé et le Maroc a attiré l'attention, laissant les Libyens loin des interférences externes. La Libye, ce n'est pas un fonds de commerce diplomatique. La Libye, c'est un vécu de femmes et d'hommes qui souffrent au quotidien. Et ce n'est pas à travers les shows diplomatiques, médiatiques que leur vie va s'améliorer. C'est en les poussant et en leur offrant un cadre où ils peuvent discuter, se disputer et arriver à des consensus pour leur propre avenir. Désormais engagé dans une politique révolutionnaire et panafricaniste, le Maroc invite à la responsabilité de chaque État et prône plus que jamais une coopération intra-africaine décomplexée. En 2016, le roi Mohamed VI appelait l'Afrique à faire confiance à l'Afrique, surtout au plan économique où l'envahissement des produits étrangers étouffe le Made in Africa. Alors que de plus en plus d'affaires sont portées auprès des instances d'arbitrage international, la République démocratique du Congo fait face à un manque d'expertise sur ces affaires. Sur place, l'Ordre des avocats appuyé par l'Union internationale des avocats souhaite désormais davantage mettre l'accent sur la formation des avocats et des magistrats. Reportage de notre correspondant en République démocratique du Congo, Jacques Amboka. C'est un déficit criant des avocats et magistrats congolais dans les instances d'arbitrage international que notent les observateurs. En conséquence, la majorité des contentieux soumis à la Cour d'arbitrage international est prise en charge par des défenseurs expatriés. Une situation qui préoccupe l'Ordre des avocats congolais et l'Union internationale des avocats. Effectivement, on en compte quand même très peu, même si nous avons une activité aujourd'hui intense au niveau de la Cour commune de justice et d'arbitrage d'Abidjan, car en effet, le contentieux porté par la RDC devient lourd, et donc il est nécessaire que les avocats soient de plus en plus outillés, à la fois pour manier les instruments CCJA, mais également pour manier le règlement de procédure CCI. Les dossiers soumis à l'arbitrage international concernent souvent des pays en conflit sur un contentieux, mais aussi des grandes entreprises. Ce sont des enjeux financiers très importants qui nécessitent une expertise avérée de la part des arbitres, des avocats des parties en conflit et même des témoins. Régler les litiges d'investissement, c'est sur des montants très importants. C'est 1 million et quelquefois 1 milliard de dollars. Et si vous n'êtes pas quelqu'un de très outillé, de bien formé et connaissant la matière, vous pouvez rendre des sentences, des décisions qui vont être après réduites à néant par le fait des recours. Notons par ailleurs que, dans le but de faire des avocats congolais les défenseurs des contentieux au niveau de la Cour d'arbitrage international, une soixantaine d'entre eux ont été formés à Kinshasa le 20 février 2020. Une initiative qui doit se poursuivre pour le renforcement de leurs capacités en la matière. Le continent africain est confronté à un véritable emballement de la dette. En 10 ans, la dette publique en Afrique subsaharienne est passée de 38% à plus de 52% du PIB. L'abondance des financements accordés par la Chine pour des projets d'infrastructures inquiète le FMI, la Banque mondiale, mais aussi les agences de notation. Ange Bijou-Nomenyo. L'agence de notation Moody's prévient. L'Afrique subsaharienne court un grand risque financier. Le niveau de la dette continue de grimper et rien ne semble pouvoir l'arrêter.
Depuis 2012, elle est passée de 27% à 52% du produit intérieur brut. On constate que les emprunts sont de plus en plus soumis à des conditions non concessionnelles, les emprunts extérieurs, parce que pour autant, il y a beaucoup de besoins en financement. Pour autant, ceux qui disposent de ces fonds durcissent un peu les conditions. Et ce qui amène plusieurs pays à chercher à se tourner vers les marchés financiers internationaux, s'exposant ainsi d'abord à la volatilité des marchés financiers et surtout à des chocs comme ceux que nous avons connus tout dernièrement, le choc pétrolier, la chute des cours du pétrole, qui diminue les ressources et aussi les chocs sécuritaires. L'explosion des eurobonds a fortement boosté le niveau de la dette. De 2010 à 2019, plus de 16 milliards de dollars ont été collectés dans le cadre de cette obligation. À cette situation s'ajoute une dette chinoise qui demeure importante. Il faudrait que les États essayent de voir dans quelle mesure elles doivent travailler avec beaucoup de discernement, essayer de trouver la bonne dette, parce que la nature de la dette est aussi déterminante. Donc les États ont besoin de financement. La dette est nécessaire pour financer les projets, mais il faudrait qu'on fasse très attention parce qu'il y a beaucoup de difficultés, on a beaucoup de problèmes, parce que ces dettes-là ont beaucoup d'embûches. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont fait le même constat que Moody's. Les émissions de dette souveraine ont fortement progressé depuis 2018. La baisse des revenus fiscaux et la chute des cours de matières premières ont forcé plusieurs gouvernements à revoir leurs objectifs d'endettement à la hausse. Des investissements soutenus, un déficit et une dette maîtrisée. Le bilan économique du Bénin qui connaît également une forte croissance portée entre autres par le programme d'action du gouvernement et la production aussi de coton. Le pays est devenu en 2019 le premier producteur à l'échelle continentale. Les précisions d'Ange Bijou Nomenyo. Le programme d'action du gouvernement béninois semble avoir donné de bons résultats au Bénin. Selon le Fonds monétaire international, le taux de croissance est évalué à 6,7%, les investissements soutenus et la dette maîtrisée. Les recettes fiscales rentrent mieux et le déficit budgétaire est contenu sous le plafond des 3% du produit intérieur brut fixé par l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Des données ont été livrées prouvant bien entendu que le Bénin a connu une croissance sur le plan économique, mais en réalité ce sont des données macroéconomiques. Quand vous êtes dans un pays où l'emploi devient précaire, où les entreprises ferment, ce sont des sociétés qui sont liées au regard des modifications intervenues de la loi, je parle bien entendu du partenariat public-privé. La croissance économique du Bénin s'explique également par le boom de la production cotonnière, la hausse des recettes portuaires et le dynamisme de la construction. Si les résultats obtenus jusque-là sont probants, ils ne garantissent pas pour autant une pérennité dans le temps. Je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Comment la richesse se redistribue? Quand on focalise l'attention bien entendu sur les actes en direction des couches les plus basses, on peut vous dire qu'on a sorti un certain nombre de milliards pour impacter la population pauvre. Mais cette population pauvre impactée, quel est l'effectif? Les perspectives de l'économie du Bénin sont favorables, avec un taux de croissance du produit intérieur brut projeté à 6,6% en 2021. Elle demeure toutefois caractérisée par une faible productivité et la prédominance du secteur informel qui renforce les déséquilibres structurels et creuse l'écart entre la croissance effective et la croissance potentielle. Au Mali, l'Office de la Haute-Vallée du Niger a annoncé une hausse de la production agricole durant la dernière campagne. Les autorités qui attribuent cette conjoncture à la poursuite notamment de la subvention des engrais se félicitent même d'un excédent céréalier qui a pu être dégagé à Ménédji. Suite à la 28e session du conseil d'administration de l'Office de la Haute-Vallée du Niger, le chiffrement de la campagne agricole 2019-2020 avoisine les 300 milliards de francs CFA au Mali. Pour cette période, le gouvernement a revu à la hausse les objectifs de production agricole par rapport à ceux de la campagne écoulée dans la poursuite de la mise en œuvre des politiques nationales de développement agricole du pays. La campagne agricole 2019-2020 s'est déroulée dans des conditions socio-économiques favorables, marquées par la poursuite de la subvention des engrais et des équipements agricoles par l'État et celui de l'augmentation du prix aux producteurs du coton-graine de 255 francs CFA à 275 francs CFA le kilo et son extension aux intrants de l'élevage et de la pêche. Outre ces mesures, la production céréalière de la campagne 2019-2020 a été estimée à 364 416 tonnes avec
avec un excédent céréalier chiffré à 93 356 tonnes. C'est possible de maintenir la croissance et même de l'augmenter pour atteindre un taux de 11% en 2022 grâce effectivement au secteur agricole qui connaît effectivement des performances assez importantes dues aux investissements massifs qui sont faits dans ce secteur. Il y a aussi l'exploitation des ressources naturelles, notamment l'or et effectivement le pétrole qui sont en exploitation, et il y a des industries étrangères qui ont envahi les secteurs, et je pense qu'à ce niveau, une bonne gestion des ressources, une réallocation des ressources vers les secteurs économiques traditionnels pourrait permettre d'avoir une croissance positive. Plus de 20 milliards de francs CFA sont destinés cette année pour les subventions des produits agricoles. La mise en œuvre de l'actuel plan de campagne agricole vise à contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi qu'à l'amélioration des revenus des producteurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.